Donc, sur cette session de webinaire d'une heure, nous allons évoquer la norme ISO 27001, faire un petit tour d'horizon et faire des retours d'expérience justement sur l'implémentation de celle-ci et les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de son implémentation. Donc, comme d'habitude, on fait un petit tour d'horizon sur l'ensemble du sujet, des objectifs, des cibles et du temps imparti. Donc, le temps imparti est d'une heure comme d'habitude. Tour d'horizon de la norme ISO 27001. Le but, c'est d'évoquer un petit peu ce qui tourne autour de cette norme ainsi que le contenu de celle-ci, sans forcément aller dans le détail granulaire de l'ensemble des exigences. On aura une vue assez globale, mais on parlera de tout ce qui l'entoure. Et pour finir, effectivement, l'ensemble de ce contenu beaucoup plus détaillé est présent au sein de nos cours ESD Academy sur la section 27001, au même titre qu'on a pu le voir sur les webinaires précédents. L'objectif de cette session est donc la compréhension des principes fondamentaux associés à la norme ISO 27001 et tout ce qui va pouvoir aussi l'entourer. Et notre cible est bien sûr et sont les DSI, les RSSI, les risk managers, les ingénieurs SI, SSI et tout ce qui pourrait se rapprocher autour des thèmes de la sécurité de l'information. Pour rappel aussi, ESD Academy donne bien sûr des formations, délivre des certifications et est à la tête d'un master en cybersécurité Made in France. Les formations sont dispensées au travers différents sites et sont disponibles aussi chez M2I. Il y a d'autres partenaires avec lesquels on travaille. Ils sont accessibles directement sur les sites de Paris, Rennes, Nantes, Lille, La Réunion et prochainement, en septembre, il y aura potentiellement aussi plus de choses, mais on travaille avec les écoles Aston, ENI, Expertnet et IT Academy. Les deux animateurs du coup pour cette session 27001, donc on sera deux. Il y a pour commencer du coup Ibrahim Abbas qui est présent et qui s'occupera d'une partie retour d'expérience sur la seconde partie de la présentation. Donc je te laisse te présenter du coup Ibrahima. Bonjour tout le monde, donc Ibrahim Abbas et je suis le CSO de Capgemini Financial Services en France. Et j'interviens aussi de temps en temps en tant que formateur sur les aspects de gouvernance de la sécurité de l'information et management de risques cyber auprès de SD Academy. Merci. Donc et moi-même, du coup Alexandre Javor, fondateur aussi avec Jérôme Témé sur la partie ESD Academy et sur une partie consultant en sécurité de l'information qui touche divers aspects, que ce soit à la fois technique et organisationnel. Toujours pareil, la même petite slide concernant Folding Atom, important. Donc les petits scores, 3359e sur 253 000 équipes, avec toujours comme d'habitude le lien vidéo et le lien PDF pour pouvoir participer et mettre en œuvre l'ensemble de ce service pour la lutte contre le Covid-19. Donc les différents points qui seront évoqués durant ce webinaire d'une heure sont les suivants. Donc on a quand même quelques slides à passer, on va essayer d'aller vite mais sans trop. Une petite introduction et des définitions dans le cadre de l'utilisation de la norme ISO 27001. On passera après aux différentes familles qui tournent autour de la 27001, histoire de se mettre un petit peu dans le contexte de différentes normes gravitant autour et pouvant être utilisées ou pour être complémentaires avec ce qui est vu et ce qui sera demandé par les exigences de la 27001. Une présentation de la norme, article par article, sans aller, comme je vous l'ai dit dès le départ, sans aller dans le détail des exigences dans l'ensemble, ce qui prendrait bien sûr beaucoup plus de temps qu'une heure. Et donc la deuxième partie de la présentation sera faite par Ibrahima sur les problématiques de l'approche séquentielle normative, l'approche du SMSI et de l'implémentation de la norme en mode projet. Et pour finir, je vous ferai une petite présentation d'un outil ESD Academy qui est utilisé justement pour regarder les écarts vis-à-vis des exigences de la norme ISO 27001 et potentiellement de l'annexe A de l'ISO 27002 et pouvoir rendre et faire des scorings dessus. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie introduction, définition et cadre d'utilisation. Petit rappel, bien sûr, standard sur l'ISO, une organisation internationale non gouvernementale indépendante avec 164 membres qui sont des organismes nationaux de normalisation. Par ses membres, l'organisation réunit des experts qui mettent, bien sûr, en commun leurs connaissances pour élaborer des normes internationales d'application volontaire. On refera un petit point là-dessus juste après, fondées sur un consensus, sur le consensus, pour les pertinents pour le marché et bien sûr soutenant l'innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux. Petit point que je viens de vous évoquer juste avant, l'amalgame qui pourrait être fait entre la partie normative et l'aspect réglementation, ça peut arriver, donc attention à ces deux notions. Une norme est un document de référence approuvé par un institut de normalisation. Dans la plupart des cas, se conformer à une norme aux normes n'est pas une obligation en tant que telle. C'est une volonté qui est faite de la part du ou des organisations
contrairement à une réglementation qui, elle, est créée par des autorités administratives et son application est imposée par rapport au secteur d'activité de l'entreprise en tant que tel. Petit tour aussi sur le système de management, un ensemble d'éléments corrélés au sein d'un organisme. Ils sont utilisés pour établir des processus et atteindre des objectifs qui auraient été définis pour le système de management. Ces objectifs sont préalablement définis par la direction en déclinaison avec la politique, l'orientation stratégique de l'entreprise en tant que telle. Maintenant, on zoome un petit peu plus sur l'aspect définition et cadre avec la 27001. Donc, la norme ISO 27001 porte sur le management de la sécurité de l'information. Elle tire ses origines dans la norme britannique BS 7799, donc technologie de l'information et guide pratique pour le management de la sécurité de l'information, dont la première version a été publiée en 1999. En 2005, l'ISO apporte et améliore cette norme pour donner naissance à la norme ISO 27001. Et en 2013, elle a été revue, revisitée pour se rapprocher des structures des systèmes de management qu'on peut retrouver entre autres dans l'ISO 9001 ou ISO 14001, ce qui peut justement permettre de faire par la suite des systèmes intégrés et de reprendre, de se rebaser sur ce qui a déjà pu être mis en œuvre au travers de la 9001 ou de la 14001 sur un domaine d'application. Comme cela se produit de temps à autre, la norme internationale existante, ISO 27001-2013, est adoptée comme Euronorme standard et devient EN ISO 21000-2017. La version 2017 est donc une nouvelle version européenne de la norme qui inclut l'approbation de la partie CEN et CNELEC. Cette nouvelle norme en tant que telle n'introduit pas cependant de nouvelles exigences, n'introduit pas de nouvelles exigences. Donc on va pouvoir se baser sur la 2013 et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette même présentation. Petit zoom aussi, la norme ISO 27001-2013 spécifie les exigences relatives à la mise en œuvre, au maintien en conditions opérationnelles, à la mise à jour et bien sûr à l'amélioration continue. On fera un focus dessus pratiquement tout au long de la session. Donc le SMSI, qui sera rappelé dans la présentation, système de management de la sécurité de l'information. Elle définit également une gestion globale et cadre le contrôle afin de traiter les risques liés à la sécurité de l'information. Les exigences présentes au sein de cette même norme, 27001-2013, couvrent tout type d'organisation, quelle que soit sa taille, son type ou sa nature. Elle permet justement d'être assez générique pour pouvoir s'adapter à l'ensemble des organisations. Elle a une orientation processus et donc applique donc par logique une démarche d'amélioration continue de type PDCA. C'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup et qui sera très, on va dire, recherché et analysé par les auditeurs lorsqu'ils vont venir certifier la partie SMSI qui sera mise en œuvre. La mise en œuvre d'un système de management de sécurité de l'information ne se déroulant pas en une seule et unique phase. L'implémentation de cette même démarche, PDCA, est donc nécessaire à son bon fonctionnement. Ça va être assez cohérent avec tout ce qu'on va voir par la suite. Quelle que soit la structure qui la met en place, la certification ISO 27001 apporte tout un tas d'avantages. Il y a toute une série, ça dépend de l'objectif et ce sont les objectifs de l'organisation qui priment sur les raisons qui la poussent à obtenir ou à se faire certifier sur la 27001. La protection des informations des entreprises étant un enjeu fondamental, un prestataire pouvant attester des garanties en matière de sécurité de l'information, en SMSI par exemple, sera et pourra être préféré par rapport à un autre, ce qui est en train de se passer déjà chez pas mal de fournisseurs et de prestataires. Bénéficier de la norme ISO 27001 est une excellente façon de certifier une sécurisation globale de la sécurité de l'information sur un périmètre défini. C'est ce qui sera considéré comme le domaine d'application de la norme. C'est un facteur de confiance, elle représente un message fort et convaincant auprès de ses utilisateurs actuels et futurs. Donc ça peut être aussi pour démarcher, on va le voir, de futurs clients ou accrocher de nouveaux clients. Quelques objectifs pour l'entreprise ou pour les organisations à mettre en œuvre cette norme ISO 27001. On en a cité quelques-uns, c'est pas une liste exhaustive encore une fois ici. Remporter de nouvelles affaires et fidéliser une clientèle existante. Éviter les pertes et les pénalités financières associées aux violations des données qui pourraient être, qui sont prises en considération. Protéger et améliorer sa réputation. Se conformer aux exigences légales, réglementaires et contractuelles qui pèsent sur l'entreprise et sur le domaine d'application qu'elle souhaite certifier. Obtenir une opinion indépendante sur son niveau d'activité, ça dépendra aussi de sa façon de procéder. On verra ça avec la partie aussi très projet de la 27001. Garantir la sécurité de l'information et des données sensibles de l'entreprise et identifier les risques et mettre en œuvre des contrôles en place pour gérer les risques et ou les éliminer.
Il peut y avoir d'autres raisons qui poussent les organisations à s'orienter vers cette norme. Le but ici n'étant pas de faire une liste complète et exhaustive de tout ce qui peut être fait. Petit point aussi, une organisation peut faire le choix d'implémenter un SMSI, donc un système de management de la sécurité de l'information, sans forcément avoir comme finalité l'obtention de la norme. C'est une bonne démarche qui peut être prise par l'entreprise. Ça montre l'intérêt de la direction de l'entreprise vis-à-vis de la sécurité de l'information. L'objectif aussi pour une personne qui a ce rôle ou qui prendrait ce rôle de mettre en place ce système, dès le départ, serait potentiellement de s'aligner sur les exigences de la norme. Si sur un besoin futur, ce besoin apparaît, implémentation de la norme en tant que telle, le SMSI sera déjà en partie opérationnel. Il restera peut-être certains éléments de maturité à revoir ou à retravailler, mais des éléments seront déjà existants avec une approche pragmatique. Cela pourra simplifier complètement la démarche de certification ISO 27001. Petit tour d'horizon autour de la famille maintenant ISO 27000. Donc, on va parler de la 27001 dans le sujet suivant. On fait juste un petit tour d'horizon, le but n'étant pas de rentrer dans le détail de ce qui peut être vu et travaillé sur la famille ISO 27000. Je ferai une petite passe sur ce qui n'apparaît pas ici, qui est l'ISO 27006, mais c'est juste bref à l'oral, puisqu'elle n'apparaît pas dans la présentation, c'est volontaire. Donc l'ISO 27000, au même titre que les autres familles comme ISO 9000, on va pouvoir retrouver un aperçu de la famille des normes ISO, du SMSI. Elle définit les termes et expressions utilisés dans ces normes. Elle fournit une introduction au système de management de la sécurité de l'information et elle propose une brève description de l'approche, du processus PDCA qui sera utilisé tout au long justement de cette mise en œuvre et de cette vérification liée à la norme. Je vais passer la 27001 puisque c'est le cœur de sujet qui sera évoqué un petit peu plus loin. La 27002-2013 donne les lignes directrices en matière en normes organisationnelles relatives à la sécurité de l'information et donne des bonnes pratiques sur le management de la sécurité de l'information. Alors, pour faire la relation un petit peu, et pour rappel, la norme ISO 27001 est constituée d'une annexe A qui détaille 114 points de mesure et qui décrit quoi faire au travers des mesures. La norme 27002 va aller un tout petit peu plus loin, justement, en donnant des bonnes pratiques concernant ces 114 mesures. Donc, on peut aider un implémenteur, entre autres, lorsqu'elles seront sélectionnées, ces mesures seront sélectionnées dans le domaine d'application, à trouver une voie et une orientation pour l'implémentation de ces différentes mesures. La norme ISO 27003 se concentre sur les aspects critiques nécessaires à la mise en œuvre d'un SMSI, donc à son implémentation en tant que telle. C'est pareil, cette phase sera revue par Ibrahima dans une seconde partie où on va pouvoir mettre un petit peu pas en opposition, mais en discussion la notion d'ISO 27003 et l'implémentation mode projet, les différentes difficultés qui pourraient être rencontrées. La norme ISO 27003 reprend la structure de l'ISO 27001 en y précisant bien sûr les activités requises, globalement le rappel des exigences de la norme, des explications précisant de l'attente vis-à-vis de l'exigence, donc un peu plus de finesse et de contenu là-dessus. Des recommandations de mise en œuvre, donc c'est là où on va rentrer un peu plus dans quelque chose de concret, même s'il peut y avoir quelques lacunes, on va voir, et d'autres informations complémentaires qui pourraient servir. ISO 27004, pareil autour. La norme ISO 27004 fournit des éléments sur l'élaboration et l'utilisation de mesures afin d'évaluer l'efficacité du SMSI. Ce sont nos indicateurs, nos KPI. Son application reste facultative au même titre que l'ISO 27002. L'implémenteur pourra y sélectionner ce qu'il paraît le plus approprié vis-à-vis de son contexte. Il peut se baser du coup sur cette norme en tant que telle pour commencer à regarder un petit peu ce qui lui serait applicable et comment est-ce que dans son contexte et son environnement, ces indicateurs plutôt que d'autres puissent donc voir être mis en œuvre. Donc c'est un bon guide supplémentaire au même titre que la 27002 qui peut être utilisé. ISO 27005, c'est un petit peu notre cœur. On en parlait encore la dernière fois avec la notion de risk management. Donc, la norme ISO 27005 contient les lignes directrices relatives à la gestion des risques en sécurité de l'information. Elle vient appuyer des concepts généraux énoncés dans l'ISO 27001 et est conçue pour aider à la mise en place de la sécurité de l'information basée sur une approche de gestion des risques. Donc, effectivement, tout est un petit peu imbriqué. L'ISO 27005 étant la base de gestion des risques en matière de sécurité de l'information. Les éléments qui seront nécessaires sur l'appréciation et sur le traitement des risques qu'on va voir dans la 27001 sont relatifs à la 27005. Et différentes méthodes existent au travers EBIOS-RM ou au travers EBIOS, effectivement, 2010 pour cet alignement entre la méthode et la norme. Donc, l'utilisation pourra être faite afin d'avoir cette sécurité d'alignement.
Donc l'ISO 27006, je l'ai passé volontairement, on reviendra dessus un petit peu plus tard. L'ISO 27007 en tant que tel fournit des lignes directrices permettant d'aider les auditeurs, qu'ils soient internes ou externes, à remonter des non-conformités ainsi qu'à contrôler que le SMSI est correctement appliqué. La norme ISO 27007 se base comme base la norme ISO 19011. Donc pour rappel, l'ISO 19011 permet d'auditer les systèmes de management. La 27007 vient en complément et apporter des spécificités qui sont propres au SMSI. Une annexe est disponible reprenant les clauses de l'ISO 27001 en précisant les différentes preuves à recueillir pour en vérifier la conformité. Donc c'est un appui supplémentaire qui peut être utilisé de deux manières aussi, soit vis-à-vis d'un auditeur interne qui serait intéressé pour regarder et ne rien oublier, soit aussi pour le côté implémenteur qui pourrait être intéressé par comment est-ce que va être audité en termes d'interne ou externe son système d'information. La 27008, elle décrit les processus destinés à contrôler l'efficacité des mesures de sécurité. Là est la distinction justement entre la 27007 et la 27008. La 27007 porte vraiment sur le système de management. La 27008, elle, décrit les processus destinés à contrôler l'efficacité des mesures qui ont été mises en œuvre. D'accord? Donc, les systèmes d'information étant en perpétuelle évolution, certaines mesures mises en œuvre peuvent perdre de leur efficacité dans le temps. C'est justement un des objectifs de vérification. Les revues passent par trois grandes approches. L'examen de ce qui est mis en œuvre, des politiques, des procédures, les entrevues, rencontres avec les différents intervenants à auditer, et les tests, donc les vérifications de l'efficacité des mesures qui auraient été préalablement identifiées lors de cette phase. La famille des 27 000 ne s'arrête pas là. On a trois petites normes supplémentaires qu'on va étudier. Donc, la famille 27 000 en général peut donc permettre d'accompagner une organisation souhaitant obtenir des informations complémentaires sur l'implémentation et le maintien en condition opérationnelle de son SMSI. De plus, d'autres normes de la famille ISO 27 000 peuvent venir aussi en complément. C'est le cas, par exemple, de la 27 017 qui a vocation à faire un focus sur la notion de cloud au sein de la sécurité de l'information. Elle vient enrichir des mesures qui seraient déjà présentes dans l'ISO 27002 et donc dans l'annexe A, mais dans l'ISO 27002, et propose deux cas de figure à ce moment-là. Soit l'ISO 27002, dans son approche, règle complètement et prend en considération la notion de cloud, auquel cas elle se contente de les valider. Soit, deuxième possibilité, elle vient rajouter des spécificités à la 27002 par rapport à des mesures de type cloud. Ce qui pourrait être intéressant pour un fournisseur qui fournirait du coup différents services de ce type. La seconde partie de la norme ajoute des mesures de sécurité complémentaires non présentes dans l'ISO 27002. On va pouvoir avoir notamment, je pense à l'isolation des réseaux virtuels, des postes virtuels. Il y en a pas mal d'autres, donc je vous incite à aller regarder si vous êtes dans cette situation, à vous intéresser à cette même norme qui est donc la 27017. La 27035, quant à elle, est assez intéressante et il y aura un sujet qui sera évoqué dessus lors d'un webinaire prochain. Fournit une approche structurée et planifiée pour, bien sûr, détecter, signaler et évaluer les incidents de sécurité, qui composent quand même un axe assez majeur dans les organisations, encore plus dans un cadre de SMSI. Détecter, signaler et évaluer les vulnérabilités de sécurité de l'information, donc les incidents et les vulnérabilités. Et dans un troisième volet, améliorer en permanence la sécurité de l'information au travers de la gestion des incidents et des vulnérabilités. Elle fournit les lignes directrices pour la gestion des incidents de sécurité de l'information, ainsi que des conseils aux organisations externes fournissant des services de gestion des incidents liés à la sécurité de l'information. Ça peut être le cas des SOC, entre autres. Donc, ce sujet sera évoqué dans un prochain webinaire. Et pour finir, du coup, la partie 27037, qui peut être aussi très utilisée, ne serait-ce qu'en ligne directrice, pour l'identification, la collecte et l'acquisition et la préservation, bien sûr, de preuves numériques, très utilisées dans la partie forensique. 27037 aborde trois sujets principaux. Excusez-moi. Les généralités qui composent les principes de base de la gestion de preuves, des exemples permettant d'apporter des cas pratiques à la collecte, au transport et au stockage des preuves numériques, et des annexes apportant des précisions complémentaires. Donc, l'ensemble de ces normes qu'on vient de citer là peuvent graviter et peuvent venir en complément de l'ISO 27001 en fonction des différents sujets, du domaine d'application, du contexte de l'entreprise dans lequel la norme doit s'appliquer. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec la présentation de la norme. Donc, ce qui va se passer là dans les prochaines slides, c'est une présentation du coup
générique sur l'ensemble des différents articles qui composent la norme, allant de l'article 4 jusqu'à l'article 10, et en expliquant en intro quelques petites subtilités qui sont propres du coup à l'implémentation ou à l'utilisation, pardon, de la norme ISO 27001. Donc les exigences qui sont fixées dans la norme ISO 27001 sont génériques et prévues pour s'appliquer, comme on l'a dit au départ, à toute organisation, quel que soit son type, sa taille et sa nature. Une organisation, excusez-moi, qui souhaite mettre en place la norme ISO 27001, pour elle, il n'est pas admis que celle-ci s'affranchisse de l'une des exigences qui seront spécifiées au sein des articles 4 à 10. Pour obtenir justement cette certification, il faudra que l'ensemble des exigences de l'article 4 à 10 soient correctement respectées. Et juste avant de commencer, du coup, dernier point, la norme rappelle, dans sa partie un petit peu introduction, que les exigences présentées dans la norme ne reflètent pas, leur importance ni l'ordre dans lequel ils doivent être mis en œuvre. C'est justement tout le sujet du débat qui sera présenté par Ibrahima par la suite, de sorte à vraiment comprendre que l'approche séquentielle normative vs le mode projet, il peut y avoir quelques petites différences et du coup des problèmes associés à l'approche purement séquentielle. Donc dans le vif du sujet, on rentre du coup dans l'article 4 de la norme. Dans cet article, l'objectif est l'analyse du contexte de l'organisme afin d'en définir le domaine d'application pour le futur SMSI. L'organisation devra donc prendre en considération l'ensemble de ses enjeux externes et internes pertinents compte tenu de sa mission et qui influent sur sa capacité à obtenir les résultats attendus pour son SMSI. Elle devra en même temps penser aux exigences demandées ou imposées, ça dépend des situations, par les différentes parties intéressées concernant la sécurité de l'information. Sur l'article 5, leadership, au travers les différentes exigences qui sont établies dans l'article leadership, la direction affirme son engagement en faveur du SMSI. Elle doit entre autres fournir, il y a plusieurs points, les ressources nécessaires, soutenir les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du SMSI, donc ça c'est toute une organisation, s'assurer que les responsabilités et les rôles concernant la sécurité de l'information sont attribués et communiqués, et surtout veiller à ce qu'une politique et des objectifs en matière de sécurité de l'information soient établis et compatibles avec l'orientation stratégique de l'organisation. Ce qui veut dire ici, encore une fois, que le rôle de la direction au sein d'un SMSI est assez fondamental. En cas de non-présence ou non-implication de la direction, il peut y avoir déjà plusieurs effets de bord, des problématiques sur l'avancement ou sur l'implémentation du projet, et par la suite, surtout des notions de non-conformité qui peuvent apparaître sur ces différentes exigences liées à l'article 5. L'article 6, lui, porte sur la planification. Donc, l'organisation doit fixer ses objectifs. C'est à ce moment-là, lors de cet article, que c'est demandé, donc d'établir correctement des objectifs, définir et appliquer un processus d'appréciation des risques de la sécurité de l'information. Cela passe, entre autres, par l'établissement et la mise à jour des critères d'acceptation et ainsi que des critères de réalisation d'appréciation des risques. Donc, c'est toute la partie planification autour de l'appréciation et des traitements. Elle devra aussi définir et planifier un processus de traitement, allant avec justement toute cette partie d'appréciation précédemment citée. La partie planification comprend, dans la partie traitement des risques, donc si vous allez sur la norme et vous allez sur l'article 6 concernant le traitement des risques, la réalisation d'une déclaration d'applicabilité basée essentiellement sur l'annexe A de la norme ISO 27001, on pourrait prendre l'ISO 27002 puisque les 114 mesures y sont retrouvées. On fait juste un petit zoom sur ce document qui est quand même assez crucial et même fondamental aussi pour l'obtention de la certification, puisque les auditeurs viendront vérifier ce genre de choses. On en reparlera un tout petit peu plus loin dans les slides suivantes. Lors de sa déclaration d'applicabilité, l'organisation devra prendre en considération plusieurs éléments lorsqu'elle souhaite justement mettre en place sa déclaration d'applicabilité. La politique de sécurité qui est mise en œuvre, qui comprend la raison et les objectifs, le pourquoi. Le périmètre du SMSI, ce qui est aussi un petit peu cohérent, les différentes mesures qu'on aura sélectionnées doivent être pertinentes vis-à-vis du domaine d'application, du périmètre. L'appréciation des risques va sortir justement certaines mesures qui seraient soit en défaillance, soit inexistantes, qu'il faudrait mettre en œuvre à ce moment-là sur le périmètre du SMSI, et donc l'ensemble de ces mesures devraient normalement se retrouver dans l'annexe A. Dans la déclaration d'applicabilité, pardon. Et un dernier point sur justement la notion de transitivité qu'on pourrait avoir entre les exigences de la norme
et l'annexe A. Ce que je veux expliquer par là, c'est que certains points et parmi les 114 mesures, certaines sont en corrélation directe avec des exigences propres de la norme. Je prends un exemple qui va être assez simple. Le point sur l'annexe A, vous allez retrouver la section A.5.1.1 concernant la politique de sécurité de l'information, l'organisation au travers les exigences qu'elle doit respecter lors de l'implémentation de la norme et dans l'obligation de mettre en place cette même politique. Donc, puisque c'est une exigence, cette mesure dans la DDA devra forcément apparaître. Donc, en prenant en considération l'ensemble des points qu'on vient d'évoquer à l'instant, on pourra et on devra du coup construire cette même DDA. Petite prise en considération aussi à faire, les mesures de sécurité, bien sûr, avec une approche pragmatique, peuvent être déjà existantes dans l'entreprise. L'intérêt pour nous, et c'est ce que fera aussi l'auditeur interne, c'est de vérifier que l'ensemble de ces mesures soient correctement dimensionnées sur un modèle PDCA, avec une phase de planification, d'action, de check si jamais des choses ont besoin d'être revues et d'amélioration. L'auditeur interne aura aussi vocation à vérifier ce genre de choses. On va en reparler juste après. Dans la partie support, donc dans l'article support, 5 éléments essentiels sont aussi à traiter. Les ressources, les compétences, la sensibilisation, la communication et les informations documentées. Donc pour la partie ressources, l'objectif, c'est vraiment pour l'organisation d'identifier l'ensemble des ressources nécessaires à l'implémentation, à la mise en œuvre et au maintien en conditions opérationnelles de son système d'information. Les compétences, elle devra bien sûr déterminer l'ensemble des compétences nécessaires et s'assurer que celles-ci sont correctement pris en charge d'un point de vue formation ou d'une expérience passée. Il peut y avoir, par exemple, je pense notamment à l'auditeur interne, qui est une obligation de la norme et qui est vue dans les chapitres suivants, dans les articles suivants. Celui-ci doit pouvoir prouver quand même ses compétences en matière d'audit. S'il est complètement libre et qu'il n'a jamais fait d'audit et qu'il n'a aucune expérience passée, cela risque de poser quelques petits problèmes dans l'avenir. Le côté sensibilisation, où l'organisme impose un certain nombre de points concernant la sensibilisation qui soient liés directement aux différents groupes ou même aux différents collaborateurs de l'entreprise vis-à-vis de la politique de sécurité de l'information qui a été mise en œuvre. La communication, donc déterminer les différents besoins en communication, qu'ils soient internes et ou externes, pertinents pour le SMSI. Il peut y avoir, que ce soit sur la partie construction, donc build du SMSI, un axe et un plan de communication, comme il pourrait y avoir après sur la partie run, différents axes de communication qui sont établis, encore une fois, différents en interne ou en externe, que ce soit pour les collaborateurs ou les parties intéressées qui auraient été identifiées durant la phase de contexte en 4.2 de la norme exactement. Et les informations documentées, la norme exige un certain nombre de points et d'exigences concernant la création et la mise à jour des documents, ainsi que la maîtrise des documents. Les documents doivent être bien sûr disponibles quand et où on en a besoin, et en plus de ça, être protégés correctement en matière de confidentialité, d'intégrité et ou de disponibilité aussi vis-à-vis de leurs différents niveaux. Donc la norme impose cette notion sur les informations documentées. Le fonctionnement et la partie run du SMSI, donc l'organisation doit au sein de cet article planifier, mettre en œuvre et contrôler les processus nécessaires à la satisfaction des exigences liées à la sécurité de l'information, ainsi que les plans pour atteindre ces objectifs qu'elle s'est fixés en matière de sécurité. De plus, la norme demande la réalisation d'une appréciation des risques à des intervalles planifiés, donc elle ne précise pas exactement tous les combien de temps cette même appréciation doit avoir lieu, bien sûr, elle doit être planifiée et aussi être mise en œuvre quand des changements significatifs apparaissent. Si des modifications importantes apparaissent d'un point de vue infrastructure comme d'un point de vue organisationnel dans l'entreprise et que ces modifications impactent le périmètre et touchent des éléments du périmètre du domaine d'application du SMSI, automatiquement une appréciation des risques pourra être lancée sur Trigger afin de pouvoir revérifier l'alignement et que certaines mesures liées entre autres à la déclaration d'applicabilité qu'on vient de citer n'ont pas été omises. Elle devra pour finir mettre en œuvre le plan de traitement des risques liés à la sécurité de l'information. Donc on a planifié, on met en œuvre cette appréciation et le plan de traitement qui est associé. Concernant l'évaluation des performances sur l'article 9, l'organisation doit dans cet article définir un ensemble d'indicateurs capable de lui fournir des informations sur les performances et l'efficacité de son SMSI. C'est la notion de KPI, entre autres. Des audits internes doivent être menés à des intervalles planifiés. Au même titre que l'appréciation, la norme ne précise pas combien d'audits et tous les combien les audits doivent être mis en œuvre.
dont le but est de recueillir des informations permettant de valider un certain nombre de points sur son SMSI. C'est pour ça que les indicateurs peuvent être de différentes catégories. On peut avoir des indicateurs d'un niveau stratégique, d'un niveau fonctionnel ou d'un niveau opérationnel. On peut aussi avoir la concaténation de plusieurs indicateurs ensemble, type opérationnel, pour en monter, avoir une vision globale d'un point de vue fonctionnel, etc., jusqu'à l'aspect stratégique. On va retrouver, entre autres, des indicateurs de conformité par rapport aux différentes exigences de la norme, ou l'avancée, justement, lors de l'implémentation de la norme, avoir des indicateurs par rapport à l'atteinte de ces objectifs d'implémentation. Et on pourra avoir bien sûr des indicateurs concernant l'efficacité de sa mise en œuvre et de sa tenue un jour, l'application correcte, entre autres, d'un modèle PDCA. La notion de revue de direction y est introduite, toujours dans ce chapitre 9, lui permettant de mieux gérer et d'adapter son SMSI. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Si des modifications et des enjeux apparaissent, qu'ils soient internes ou externes, vis-à-vis des parties intéressées ou en interne dans la société, ça peut être tout et rien, ça peut être une fusion, une acquisition, ça peut être vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent être des éléments déclencheurs à la revue et qui sont pris en considération dans la revue de direction qui est imposée par la norme. Les retours de performance, les différents indicateurs qu'on aurait pu mettre en place et qui nous remontent lors de cette revue les performances de notre SMSI. Très important aussi, si des non-conformités sont détectées et les actions qui sont correctives qui vont avec. Alors, les non-conformités peuvent être détectées, bien sûr, par l'auditeur interne lorsqu'il vient faire des choses, par l'auditeur de certification lorsqu'il vient, l'auditeur tiers lorsqu'il vient identifier si l'organisation est alignée aux différentes exigences de la norme. Mais normalement, si on a mis tous nos processus correctement en place, ces différentes non-conformités peuvent aussi être remontées par les différents collaborateurs de l'entreprise, ce qui pourrait montrer aussi par la suite le fait que le système d'information, en termes de détection de non-conformité, donc de maturité vis-à-vis de son SMSI, est bien structuré. L'auditeur ne vous le reprochera jamais, cette notion-là. Les retours des parties intéressées, si on a mis un plan de communication sur différents aspects, que ce soit durant la phase d'implémentation ou la phase de run, le retour de ces différentes parties intéressées va nous intéresser et va intéresser de la direction. Ça sera à mettre dans cette fameuse revue de direction. Le résultat ou les résultats d'appréciation des risques et l'appréciation des risques, excusez-moi, et l'avancement du plan de traitement qui est associé. En plus de ça, on pourrait y retrouver des opportunités d'amélioration continue. Si lors de cette revue, des éléments sont remontés comme problématiques, il pourrait y avoir des décisions qui sont prises d'un point de vue revue pour pouvoir améliorer la sécurité de l'information et le modèle PDCA qui serait appliqué à tel ou tel processus au sein de l'entreprise. Alors, petit point aussi là-dessus, la norme ne précise pas en tant que telle combien de revues de direction il doit y avoir, ce qui paraît de manière un petit peu logique, lorsque la norme est attribuée, elle est attribuée sur une durée de 3 ans. Il y a une revue qui va être faite tous les ans. Donc, à partir du moment où ces revues de direction déjà sont inférieures à une par an, il va commencer à y avoir beaucoup de problèmes. N'étant pas un chiffre à prendre vraiment en considération, mais l'audit viendra poser des problèmes si cette notion de revue n'est pas correctement menée. Et pour finir, du coup, la partie amélioration, donc l'article amélioration. Dans l'article 10, la norme impose de réagir vis-à-vis d'une non-conformité, d'effectuer une action pour éliminer les causes de celle-ci, puis de réviser l'efficacité des actions correctives qui ont été mises en œuvre. Donc, si lors de la phase run ou lors d'un audit, des non-conformités sont détectées, peu importe de quel type elles sont, conformités mineures ou majeures, et que des non-conformités sont remontées, le but et l'objectif, c'est d'analyser le ou les causes, de sorte à ce qu'elles ne puissent pas se reproduire ou se reproduire ailleurs, dans un autre contexte qui pourrait être un petit peu identique sur le périmètre d'application du SMSI, de mettre en place un plan d'action avec des actions concrètes à réaliser permettant de diminuer, voire d'éliminer au maximum la présence de cette non-conformité. Et ce qui est important, et ce que demande la norme, c'est de vérifier l'efficacité de l'action qui a été mise en œuvre. Donc cette même action qu'on vient de mettre en œuvre, il faut vérifier qu'elle contribue à faire descendre ou à faire disparaître complètement cette non-conformité présente. L'amélioration continue étant l'un des points les plus importants, au sein d'un système de management, le SMSI doit donc être en amélioration constante, adapté aux besoins changeants, être pertinent, efficace, être compatible, bien sûr, avec et aligné avec les différents objectifs de l'organisation. Il y a toute une notion de gouvernance qui est appliquée. Elle est à la fois, la norme en tant que telle dans ces articles n'est pas technique, elle est très orientée processus, modèle PDCA et organisationnel.
Lorsqu'on arrive sur les phases justement de la DDA, sur la déclaration d'applicabilité, qu'on s'intéresse aux mesures, à ce moment-là, on part sur quand même des choses qui sont et à la fois organisationnelles et à la fois techniques. Donc, Ibrahima, du coup, je vais te laisser et je vais te donner la main pour la suite de la présentation. Je te demande 2 petites secondes. Hop, C'est parti. c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou non? Alors, C'est bon pour le partage? Non? yes, ça a l'air. Je regarde juste moi sur mon côté, mais ça a l'air. Ok. Si, si c'est bon pour vous, j'enchaîne avec la deuxième partie. Ok, donc dans cette deuxième partie, Non, attends. Et, non, c'est pas bon encore. J'ai des retours à des personnes qui disent que c'est pas bon. Rien ne s'affiche à l'écran. Hop, ouais, t'es bien présenté. Ok. Ah, c'est bon. c'est bon maintenant? Je pense que C'est bon c'est pour bon tout le pour monde? tout. Je regarde juste. Normalement, c'est bon. Yes. Ça s'affiche à l'écran. Hop, descend. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, dans cette deuxième partie, nous traiterons les différentes approches d'implémentation de la norme, car comme vous le savez, connaître la norme est une chose et savoir l'implémenter en est une autre. Il y a plusieurs façons de considérer le projet d'implémentation de la norme. La première consiste à concevoir une politique de sécurité puis commander une appréciation de risque à un prestataire qui se chargera également de rédiger la documentation. Bien évidemment, cette démarche est directement vouée à l'échec car elle ne répond pas aux exigences de la norme et surtout, elle ne responsabilise pas l'entreprise vis-à-vis de la sécurité de l'information puisque tout est sous-traité, entre guillemets. Nous allons donc pas nous intéresser à cette approche. Alors, la seconde approche qu'on va traiter ici consiste à suivre scrupuleusement les exigences de la norme dans l'ordre des chapitres. Alors, voici ce qui se dessine. Globalement, quand nous lisons les exigences à partir de l'article 4 jusqu'à l'article 10, donc on a le périmètre, les contextes, et puis une appréciation des risques, et puis ensuite sélectionner les mesures de sécurité, rédiger un plan de traitement, faire un contrôle du fonctionnement, mise en place de l'audit, revue du SMSI, amélioration continue. Donc, on peut être amené à croire qu'il suffit de suivre cette séquence pour construire un SMSI, notamment quand on est novice. Pourtant, cette démarche se révèle dangereuse et nous allons voir justement pourquoi. Alors, cela dit, il est vrai que du point de vue normatif, on vient de voir, l'approche euh, est conforme. Cette approche est conforme aux exigences demandées par la norme. Mais d'un point de vue strictement pratique, on ne prend pas en compte un certain nombre de mesures, notamment la réalité des terrains. Donc, se lancer directement dans l'élaboration de la politique, le périmètre du SMSI n'est pas forcément une bonne idée. Certes, ces documents sont fondateurs et ils garantissent que le SMSI va répondre aux attentes des parties prenantes, mais n'est-il pas préférable d'abord de faire un état de lieu sur les pratiques de l'entreprise en matière de sécurité? Cela permettrait en effet de bien connaître le coût induit lors des sélections de tel ou tel périmètre, car connaître les objectifs, certes, des parties prenantes est important, mais il va falloir le confronter à la réalité terrain. Premier point. Le deuxième point, les mesures de sécurité déjà existantes. Donc, la norme exige de mener à bien une appréciation de risque et de sélectionner les mesures adéquates, mais on sait bien que l'entreprise ou les entreprises n'ont pas attendu le SMSI pour mettre en place un certain nombre de mesures. Il est donc absurde de se lancer dans une appréciation de risque tête baissée
en faisant abstraction de l'existant, comme si rien n'avait été fait auparavant. Cela dit, ce point qu'on est en train de traiter là, le mesure existant, est à relativiser. Si vous utilisez EBIOS RM, pardon, EBIOS Risk Manager pour ne pas vexer nos amis de l'OMSI, comme méthode d'analyse des risques, ce point n'est plus pertinent. En effet, EBIOS Risk Manager nous demande d'évaluer le socle de sécurité qui correspond aux 2 premiers étages de la pyramide de management du risque de la méthode, de le premier atelier, ce qui permettra non seulement de connaître le mesure de sécurité existant, mais aussi de connaître leur état d'application. Et BIOS, c'est la vie, comme diraient mes amis du club BIOS. Troisième point est la définition des priorités. Donc, on vient de le voir, que la séquence des chapitres de la norme met la notion d'amélioration continue en dernière position, l'article 10 de la norme. Cela signifie-t-il que les mécanismes d'amélioration continue sont à mettre en place à la fin du projet du SMSI? La réponse est évidemment non. Cette observation s'applique aussi à l'audit. Donc, il est très important de comprendre que l'ordre d'appréciation des tâches dans la norme n'a aucun rapport avec l'ordre dans lequel il faut les implémenter. Quatrième point, qui est la nécessité de paralléliser les tâches. On vient de voir aussi que la norme présente les exigences de façon séquentielle, sans préciser quelle tâche peut être conduite en parallèle. Il est évident que entreprendre toutes les tâches séquentiellement représente naturellement une perte de temps. Le cinquième et dernier point que je souhaiterais aborder ici est les tâches manquantes. Donc, gardons à l'esprit que la norme décrit les SMSI tel qu'il doit être une fois en production. Donc, elle n'est pas, par conséquent, elle n'est pas un document projet. Donc, elle peut faire l'impasse sur certaines tâches qui doivent être entreprises, notamment en amont, pour construire les SMSI. Donc, voilà. Donc, on vient de voir, c'est que cette approche séquentielle du point de vue normatif, elle est bonne. Mais par contre, du point de vue projet, pratique, terrain, elle est dangereuse. Il faut faire attention un peu. Donc, passons maintenant à la troisième approche, qui est le mode projet. Donc, cette approche consiste donc à prendre toutes les libertés nécessaires pour garantir le succès des projets, en respectant 3 contraintes essentielles. Premier aspect, les exigences de la norme. On vient de le rappeler, Alex l'a déjà rappelé. Le SMSI doit satisfaire toutes les exigences de l'article 4 à 10 de la norme, sans exception. Premier élément. Deuxième élément, très important, le modèle PDCA. Les fonctions de SMSI doivent respecter les modèles Plan Do Check Act, autant au niveau global qu'au niveau processus et à celui des mesures de sécurité. Deuxième élément. Troisième élément, encore très important, c'est la cohérence générale. Il doit y avoir une cohérence entre le périmètre du SMSI, la politique, l'appréciation du risque et les mesures de sécurité effectivement mises en place. Donc, concrètement, peu importe dans quel ordre seront montées les différentes briques du SMSI ou du projet, pourvu qu'à l'arrivée, le SMSI satisfait ces 3 contraintes fondamentales, on est bon. Bon, une fois qu'on a dit cela, il est légitime de se poser des questions telles que oui, c'est bon, mais comment on fait, comment je procède? C'est justement ce qu'on va voir ici. Donc, ce qui est recommandé pour réussir la mise en place d'un SMSI est de procéder ou de le diviser en 4 phases. Chaque phase va couvrir plusieurs sous-projets en fonction du périmètre, du contexte de l'entreprise, le périmètre de la certification et du contexte de l'entreprise. Donc, pour la première phase, donc, une première phase qui commence par
une simple étude d'opportunité suivie par un état de lieu et qui s'achève par la sélection d'un scénario de déploiement. À ce stade, le but n'est pas encore de construire, il s'agit surtout de faire de bons choix stratégiques afin d'éviter toute erreur lourde des conséquences. Deuxième phase. Donc, l'objectif de la deuxième phase est de bâtir le socle de service, le socle des SMSI, qui construira l'infrastructure de base des SMSI. Quel que soit le périmètre du système de management, quel que soit son état d'avancement, il sera toujours nécessaire de prendre des décisions, de tenir à jour la documentation, de contrôler les processus, de mesurer l'efficacité et de former le personnel. Donc, dès la mise en face de cette structure, avant même que les SMSI ne soient achevés, on commence à générer des enregistrements, ce qui donnera un gage de sérieux aux yeux des auditeurs de certification. Troisième phase, donc c'est la phase concrètement la plus longue du projet. Donc, cette phase elle est généralement initiée par une appréciation de risque. Elle se poursuit par la mise en place de mesures de sécurité et se conclut par la construction d'un mécanisme de revue. Donc, chaque mesure de sécurité ou groupement de mesures de sécurité fera l'objet d'un sous-projet dont la complexité varie en fonction de l'existant et la complexité des mesures de sécurité restant à implémenter. Le quatrième la dernière phase est le démarrage du SMSI. Bon, démarrage entre guillemets, parce que cela reste symbolique, bien évidemment, car il n'y a pas à proprement dit le démarrage d'un SMSI, compte tenu du fait que le processus, les composants sont mis en production au fur et à mesure de leur implémentation. Donc, le démarrage du SMSI est donc progressif. Donc, lorsque le chef de projet estime que tout est prêt, tout est en place, il lui reste à effectuer quelques opérations avant de commander l'audit de certification. L'objectif étant de vérifier que tout est OK pour réussir la certification du premier coup. Donc, concrètement, ça c'est l'approche consensuelle, l'approche recommandée. On n'a pas, par faute de temps, je pourrais pas vraiment rentrer dans le détail, mais globalement, c'est ça l'approche qui est recommandée. Nous allons maintenant finir par aborder les erreurs à éviter. On le sait, on ne retrouvera pas un SMSI identique à un autre, car le contexte de chaque entreprise est particulier. Cependant, les erreurs à éviter sont systématiquement les mêmes. Voici les plus courants. Par exemple, se lancer sans l'appui de la direction générale. Alex l'a évoqué, mais je refais quand même une passe parce que c'est un sujet très très important. Oui, car le projet des SMSI entraîne la création de processus qui s'imposent à tous les personnels de l'entreprise, quel que soit son service ou son niveau hiérarchique. Ceci ne manquera pas d'attiser les susceptibilités des uns et des autres. Seul un véritable appui de la direction générale permettra alors de trancher lorsque ces tensions apparaîtront. Première erreur. Deuxième erreur, travailler seul. Le RSSI est souvent la première personne convaincue de l'utilité d'un SMSI. Ah oui, c'est le monsieur sécurité de l'entreprise. Mais il n'est pas rare donc de le voir tenter de construire tout seul dans son coin son SMSI. Malheureusement, à l'arrivée, il se retrouve avec un corpus documentaire auto-validé dont personne ne s'en sert et sans aucune structure de contrôle indépendante. Deuxième erreur. La troisième n'est pas mettre en place la structure de base. Je l'ai déjà évoqué, je refais encore une passe parce que c'est aussi très très important. Les chefs de projet, n'ayant pas d'expérience de système de management, croient qu'il suffit parfois de se baser sur la norme ISO 27002 pour monter un SMSI. En effet,
on l'a déjà vu avec l'aspect normatif présenté par Alex, que cette norme regorge de recommandations pour implémenter les mécanismes de sécurité, mais ce n'est pas du tout le cœur du SMSI, ce n'est pas le centre du SMSI. Le plus important est de construire l'infrastructure qui fera tourner la roue PDCA, je le rappelle. Tant qu'on n'est pas inscrit dans une démarche d'amélioration continue avec les modèles PDCA, il sera impossible d'être certifié ISO 27001. C'est clair. Il ne faut pas non plus se tromper de périmètre. Quatrième erreur. Un des moments clés du projet consiste donc à choisir le périmètre. Si ce dernier est trop ambitieux, il risque d'être trop onéreux et complexe à mettre en place, puis à maintenir. Inversement, un périmètre trop restreint risque de s'avérer parfaitement inutile. Intéressons-nous maintenant à la déclaration d'applicabilité. Elle a été évoquée. Je refais une passe encore parce que on constate qu'il y a pas mal d'erreurs sur cette notion qui n'est toujours pas encore très maîtrisée par les implémenteurs. Au moment de la construction de cette DDA ou SOA pour Statement of Applicability, le chef de projet peut être sujet à deux tentations. La première consiste à sélectionner un grand nombre de mesures de sécurité. Cela conduit à construire un SMSI complexe comportant de nombreuses mesures à implémenter et à contrôler, ce qui augmente le risque de non-conformité par rapport à la norme. On est bien d'accord. La tentation inverse, elle, consiste à sélectionner un nombre très réduit de mesures de sécurité. Cette situation n'est pas forcément plus satisfaisante que la précédente, puisqu'elle conduit généralement à omettre des mesures indispensables du bon fonctionnement du SMSI, voire même des mesures exigées par la norme elle-même. Et la dernière erreur à éviter est de faire de la procédure. Donc, c'est la plus commune, pardon. On a souvent tendance à croire que plus les procédures seront verbeuses, plus elles plairont aux auditeurs de certification. Or, c'est exactement le contraire. Plus une procédure est chargée, plus elle est difficile à lire et surtout, plus il y a de chances que la description ne correspond pas à la réalité du terrain. Voilà, j'espère que j'ai pas débordé. Je remets la main à Alex pour la suite. Merci Ibrahima du coup sur la présentation. Alors, Donc, du coup, comment j'ai fait pour te remettre la main? je reprends, t'inquiète pas, on occupe. Okay. Hop. Donc, pour juste reprendre la présentation, on va aborder un dernier point suite à ce qu'a énoncé Ibrahima et à la première partie qu'on a évoquée ensemble. Sur la présentation et l'utilisation d'outils qui pourraient être associés justement à l'implémentation de la norme ISO 27001 ou à l'identification de niveau de maturité de ces différentes exigences, ainsi que, pour ce qui concerne la DDA, dont vient de parler encore une fois Ibrahima, la notion de mesure de sécurité et leur niveau de conformité. Donc, pour ce faire, je vous présente et je vais vous mettre en partage immédiatement une fenêtre. Dites-moi, est-ce que vous voyez correctement la fenêtre? Je vais voir un fichier. C'est bon? D'accord. Il faut juste te mettre en plein d'écran. Je m'en occupe tout de suite. Voilà. Donc, l'objectif de ce document qui va vous être mis à disposition directement sur le GitHub ESD Academy est le travail autour de cette même norme qu'on vient de citer et qu'on vient d'exposer et qui touche donc directement dans un premier volet les clauses de l'ISO 27001, donc ce qu'on a cité dans la première partie au travers à la partie contextuelle, leadership, planification, sur laquelle vous avez la possibilité lors d'un audit qui soit purement interne chez vous ou avec un état de connaissance déjà de ce qui est demandé lors d'un audit, je pense notamment à la 27007 ou à la 27008 dans le second volet, d'estimer un niveau de conformité afin d'obtenir un score sur l'ensemble des exigences de la norme. Cette situation vous permettra d'avoir un niveau de radar qui permet justement, selon les différents articles de la norme, de regarder comment est-ce que vous vous situez avec votre niveau de maturité et pareil, d'avoir votre score défini article par article.
Une petite synthèse sera faite sur les différentes non-conformités qui ont été remontées, donc majeures, mineures, remarques et conformités, dans le but d'avoir une appréciation et de pouvoir se fixer aussi des objectifs dans le temps vis-à-vis de ces non-conformités et des plans d'action qui doivent, je vous rappelle, être mis en œuvre suite à leur découverte. Dans une seconde phase du document, vous avez exactement la même chose, mais concernant cette fois-ci l'ISO 27002, donc correspondant aux 114 mesures qu'on peut retrouver dans l'annexe A, et on se posera à peu près la même réflexion, même s'il ne s'agit pas en tant que tel de non-conformité, puisque la déclaration d'applicabilité se base, comme je vous l'ai dit, sur la politique, sur le périmètre d'application, sur la relation de transitivité avec les exigences de la norme. On décidera la conformité. Alors, ce niveau de conformité est plus basé sur est-ce que la mesure qui a été mise en œuvre applique correctement le modèle PDCA. On mettra des commentaires sur chacune des mesures, permettant de générer par la suite, pareil, un niveau de scoring avec un radar selon les différents articles. Même chose que pour la première partie. Et les non-conformités ou conformités qui auraient été identifiées. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation. On est dans le timing, il est 13h55, donc on va passer aux questions relatives à ce qui s'est passé. Donc je vais lire un petit peu les différentes questions. Oui, on va partager du coup ce document avec l'audit radar. Il sera directement disponible sur le GitHub de ESD Academy. Je vais poser un peu les questions. Donc Ibrahima, je te partage aussi en même temps que je les lis ce qui apparaît. Est-ce qu'un audit blanc comporte toutes les phases d'audit, à savoir audit organisationnel et technique suivi d'un pentest? Je te laisse répondre à celle-ci. On n'entend pas, je pense que tu as le micro qui est désactivé, Ibrahima. Donc, ok. Bon, je vais répondre directement, ce sera peut-être plus simple. Donc, l'audit à blanc, l'audit à blanc a des objectifs qui sont un peu différents. Donc, l'audit interne a vocation justement à, comme on a pu le voir précédemment, à vérifier certains points comme l'application des exigences correctes, la différence entre les procédures et ce qui est réellement mis en place dans l'entreprise. L'audit à blanc, juste avant l'audit de certification, et qui peut être aussi proposé par les organismes de certification en tant que tels, ont vraiment pour vocation à entraîner, à tester l'entreprise de façon même des fois plus compliquée que l'audit de certification, de sorte à ce qu'il soit prêt sur les différents aspects qui seront contrôlés par le certificateur. La DDA, notre question, la DDA n'est-il pas en fonction de l'activité de l'entreprise? Alors, indirectement, on peut dire que si, dans le sens où la DDA dépend, comme on l'a vu, de la politique, donc de la mission, des objectifs que s'est fixé en même temps l'entreprise et sur le périmètre sur lequel, le domaine d'application sur lequel s'appuie le SMSI. Mais d'autres éléments rentrent en considération, dont la notion, encore une fois, je vous incite à aller regarder ça quand même, la notion de transitivité entre ces fameuses mesures qui sont présentes dans votre DDA et les exigences de la norme. Je vous ai parlé par exemple de la politique de sécurité de l'information, qui est une exigence en tant que telle de la norme. Vous êtes par conséquent obligé dans la partie déclaration d'applicabilité de le faire apparaître. Un auditeur qui viendrait constater ça repérerait potentiellement un défaut ou une non-conformité vis-à-vis des exigences de la norme. Je regarde un petit peu parce qu'il y en a pas mal qui sont tombés avec des oui. Vous allez nous partager oui. Merci. C'est quoi l'outil USD? Alors, l'outil USD n'est pas encore pour l'instant déposé. On est en train de finaliser certains points. On vous le mettra, comme je vous l'ai dit, je pense que ce sera là dans le courant de l'après-midi directement disponible sur le Git. On est juste en train de modifier juste certains points. Il est déjà opérationnel et vous pourrez le récupérer. Combien de temps faut-il pour mettre en place la norme sur une organisation? Alors, c'est là où c'est important et c'est ce qu'a évoqué Ibrahima tout à l'heure. Le vrai problème qui va se poser autour de ce sujet-là, ça peut tout dire et rien dire. Quelqu'un qui aborderait justement une approche séquentielle de la norme n'aurait pas cette visibilité. Comme l'a dit Ibrahima tout à l'heure, l'approche analyse, étude déjà d'opportunités sur le pourquoi est-ce qu'on est en train de faire cette norme, l'explication un peu de l'environnement et du niveau de maturité avec une analyse d'écart qui serait faite en phase d'analyse permettrait déjà d'identifier la maturité du système d'information ou de là où vise on va dire le périmètre que vise initialement la direction vis-à-vis de son SMSI. En fonction de ça, on pourra estimer des délais et des coûts. Le périmètre pourra être peut-être revu à la hausse ou à la baisse, ça dépend de l'entreprise.
Et du coup, en fonction de ces choix-là, le délai peut être et peut varier. Deux éléments rentrent en jeu, ce que je viens de vous dire, bien sûr, et la maturité qui est présente au sein des processus et de l'application des modèles PDCA. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver dans la situation où elles ont des mesures de sécurité et non pas forcément appliquer un modèle PDCA sur ces différentes mesures. Elles peuvent avoir déjà des choses existantes, je pense à de la sensibilisation entre autres ou de la communication. Maintenant, la manière dont c'est tourné n'est pas forcément partout pareil. Alors, il est 14 heures, je vais choisir encore quelques petites questions. Tac, tac. Où s'inscrit la PSI et la PSSI dans la norme ISO 27001? Alors, pour répondre du coup à cette dernière question, la PSI en tant que telle s'inscrit dans les obligations qui sont propres au leadership, donc à la direction, et qui impose l'établissement d'une politique de sécurité. Attention quand même, si vous souhaitez faire la distinction entre la PSI et la PSSI, ça peut être perçu comme vraiment deux documents qui peuvent être distincts si vraiment on utilise et qu'on joue un petit peu sur les mots. L'un est plus vraiment l'orientation et l'engagement de la direction vis-à-vis de l'atteinte de ses objectifs en matière de sécurité de l'information, alors que l'autre va être vraiment plus dans le détail des différentes mesures qui, entre autres, peuvent être issues de l'appréciation des risques et du traitement des risques qui auraient été entamés. Donc voilà. Donc on est dans le timing, on est plutôt pas mal. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je passe juste une petite slide pour afficher le reste de la présentation pour les webinaires à venir. Et comme ça, on est bon. Hop, start sharing, fenêtre d'application. Hop, normalement, vous devez le voir. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une petite erreur. On va y arriver. Donc, je vous rappelle que nos formations sont disponibles et accessibles dans les centres de formation M2I pour les professionnels, 35 centres en France. Plusieurs plans de financement sont possibles, CPF, plan de formation. Une formation de type fondamentaux dans notre master est présent à Paris, Sud, Lille, Rennes, Nantes et La Réunion. Ce sera disponible en ligne aussi. Et les examens et supports réalisés sont faits par des professionnels qui justement sont sur le terrain et pratiquent ce genre d'intervention. Nous mettons aussi des badges et des certifications en ligne, comme je vous l'ai dit dès le départ, avec différents types d'examens qui sont en train justement d'être revus et qui vous seront communiqués bientôt. Et du coup, le prochain webinaire sera la semaine prochaine, donc le 5/06, sur l'état de l'art du PCA avec la norme ISO 22301. Donc, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir tout le monde.